Salut à tous, salut la guilde. Aujourd'hui on va passer en revue une vidéo que j'ai trouvée très intéressante puisque c'est un joueur qui a fait 20 runs du temple de Sekemas et le but c'était de voir un petit peu est-ce que c'était vraiment rentable puisque je rappelle que l'épreuve de Sekemas c'est effectivement celle qui vous permet d'obtenir vos points d'ascendance en Pass of Exile 2 mais aussi une version fin de jeu qui vous permet d'avoir pas mal de récompenses. Et donc on a le joueur Empyrean Gaming qui a tout simplement passé sa journée à farmer le temple de Sekemas. Il a récupéré 20 pièces pour pouvoir faire donc les 20 runs. À chaque fois des pièces donc de niveau 80 minimum, et donc on va voir ce que ça a donné. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Juste avant de commencer, pour information, eh bien le build leveling pour la sorcière infernaliste est disponible depuis hier et le prochain build que je vous fais donc de leveling sera pour la rôdeuse qui devrait être débouchée en priorité sur le build rôdeuse flèche éclair sagittaire. Alors Empyrean a préparé donc du coup une vingtaine de runs avec des pièces de niveau 80 minimum. Il a fait également un setup bien particulier avec des charmes, donc si ça vous intéresse, je vous ai répertorié donc les différents charmes qu'il a utilisés dans la vidéo. Donc en gros, il y avait un charme qui ajoute 2 pièces supplémentaires révélées pendant l'épreuve, des dégâts augmentés sur les boss et de la réduction de prix des marchands, des dégâts augmentés sur les boss et de la résistance à l'honneur, 2 choix supplémentaires dans les propositions des marchands, encore des dégâts contre les boss et de la réduction de prix de marchands, et 45% d'honneur maximum et 7% de réduction de prix de marchand. Donc globalement, il augmente les dégâts contre les boss, ensuite il y a de la résistance à l'honneur ou de l'honneur maximum, et ensuite de la réduction de prix chez les marchands. Il a précisé aussi dans sa vidéo que dans l'ensemble de ses runs, il a fait également du boosting, donc il y a des services de boosting qui peuvent en général se proposer sur les Discord pour rusher les points d'ascendance. Donc tout ça se monétise évidemment contre des orbes. Là du coup la monnaie qui était utilisée c'est surtout des orbes d'exalté, donc entre 30 et 35 orbes exaltés par personne et par run. Et vous le verrez dans son calcul de fin, et bien tout simplement il a fait la distinction avec et sans boosting, comme ça vous pourriez voir est-ce que c'est vraiment rentable de prendre du boost en plus ou pas. Ce qui est sûr c'est que c'est un service qui devrait quand même pas trop mal se vendre, et plus on va avancer dans le temps et surtout qu'on arrivera sur la version finale, les premiers qui arriveront on va dire sur la fin de jeu, je pense qu'il y aura énormément de demandes de boosting pour aller débloquer l'ensemble de tous les points, parce que si vous faites un très bon build de boosting, d'après ce qu'il a expliqué, il est possible de le faire assez tôt, de débloquer les points d'ascendance assez rapidement, même pour des bas level, et donc du coup ça peut leur faciliter grandement la progression derrière et gagner beaucoup de temps sur des rerolls, des choses comme ça. Donc il faut noter aussi que la rentabilité des runs on va faire, comme vous pouvez le voir, il a mobilité complètement stratosphérique avec son build. Je vous l'avais présenté déjà en vidéo, il a un build bien particulier de fin de jeu qui est probablement le plus rapide ou un des plus rapides qu'on peut avoir dans le jeu. Donc là on parle vraiment en termes de run, on va vous donner un résultat en termes de run et forcément ça dépendra de votre vitesse de clean, donc ça sera plus ou moins rentable par rapport à votre vitesse de clean et donc la capacité à votre build à finir le temple de Sekemas. Il a ensuite donc clean les différentes épreuves, il a ouvert différents coffres, donc là si vous voulez voir quel type de coffre il a ouvert, il a un peu tout testé, donc moi je pense qu'il y a pas mal de RNG, mais évidemment plus les clés sont de niveau élevé, plus vous avez de chances d'avoir je pense des objets de niveau supérieur, des items évidemment intéressants. C'est évidemment le paradis des joyaux, certains peuvent valoir vraiment très cher. Et donc quels sont les résultats de ces quelques heures de farming avec et sans boosting? Alors il a calculé la valeur marchande des différents objets obtenus, donc tous les joyaux cumulés. Ça lui a pris beaucoup de temps par rapport évidemment au moment où il run, il y a on va dire un quart du temps voire un peu plus qui est attribué au rangement, au classement, et donc il faut avoir une bonne capacité d'analyse et bien connaître la méta et les objets qui ont de la valeur, ça l'évite, voilà. Bon après il y a des add-ons, des logiciels dont on a parlé, même si avec toutes les histoires de piratage dont on a parlé hier, voilà, si vous avez des connaissances et que vous savez estimer un objet sans passer par un outil, c'est quand même mieux. Et avec tous les objets qu'il a obtenus, il a estimé environ qu'il avait farmé 52,7 orbes divines, ce qui est vraiment pas mal, soit une moyenne de 2,6 orbes par run. Et si on inclut le boosting et les revenus potentiels, il a estimé que ça pouvait monter à 76,9 orbes divines au total, soit un peu plus de 3 orbes divines par run. Donc à mon avis, je pense pas que ce soit supérieur à un farming de cartes de très haut niveau, notamment si vous arrivez à faire une très grosse optimisation avec du Magic Find. On voit qu'il y a des cartes qui sont complètement abusées en termes de loot, mais en fonction du prix du boosting, et si votre classe elle a une très grosse facilité à aller farmer le temple de Sekemas, et surtout en plus si vous avez besoin des différents matériaux comme des joyaux, ça peut être une activité assez intéressante aussi. Ensuite, petite mise à jour sur l'article de l'armure qui était en perte de vitesse, je vous en avais parlé il y a quelques temps, c'était la formule de l'armure de Pass of Exile 2 qui avait été un petit peu
revue à la baisse pour cette nouvelle version, parce qu'elle était beaucoup plus intéressante et puissante sur la première version. Et donc du coup, il me manquait un document que j'ai enfin trouvé, qui est en fait la table de mitigation de l'armure de Path of Exile 2. Donc je vous l'ai mis avec la source. Et en fait, ce qu'on peut du coup constater assez visuellement, c'est que l'armure, si vous arrivez à en avoir bas niveau, ça peut avoir un impact. Et encore que, bon, c'est à partir de 1000 d'armure, on arrive à 63% de réduction, ce qui est vraiment pas mal. Mais on va dire que bas niveau, ça peut avoir un impact, mais qu'à haut niveau, eh bien, pour avoir vraiment un gros impact, donc par exemple avec 100 000 d'armure, ce qui est assez énorme, ça vous montre que si vous prenez des gros dégâts, donc on va dire que les boss de fin ils tapent à 5000, du coup vous avez une réduction à 65%, et qu'on gagne un peu plus de 15% entre 50 000 et 100 000 d'armure. Donc c'est là où on voit que effectivement l'armure de Path of Exile 2 était quand même beaucoup réduit en impact. Donc ça, c'est des choses qui peuvent changer, je pense, à l'avenir, hein. C'est cette variable à ajuster, hein. Ça passerait de 12 à 8, ça serait déjà un peu plus acceptable à mon avis. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, vous voulez avoir le tableau, je vous mets le lien en description. On finit avec ce petit post Reddit qui montre tout simplement la carte d'un joueur qui a farmé sur console. Je crois que c'est sur Hitbox et comme vous pouvez le voir, c'est clair, c'est assez clair, on ne voit absolument rien. En fait, voilà, il se déplace dans la carte et franchement, pour faire le tri dans les objets, c'est un enfer. Donc voilà, j'espère que ceux qui sont sur console auront à un moment donné le moyen d'avoir un système de filtre à loot d'une manière ou d'une autre, parce que ça me semble complètement injouable. J'ai beaucoup aimé le premier commentaire qui dit « Dis-moi que t'as ramassé ce miroir s'il te plaît ». Et enfin, je vous laisse admirer cette première tentative d'un joueur qui arrive sur Xesh, donc le boss de fin de Pinacle. C'est son premier run, donc là il joue vraiment sa vie, hein. Il esquive vraiment bien les capacités. Là, voilà, le boss lui fait un sort, il les esquive de peu, il revient, il se rapproche, et là, ça commence à laguer vénère et malheureusement, quand ça reprend, c'est le drame. Voilà, donc il est reparti malheureusement pour farmer dans l'Atlas et trouver les nouvelles cartes. Mais c'est vraiment pas de bol. Bon courage pour la suite en tout cas. D'ailleurs, c'est vraiment des remarques qui sont revenues de manière récurrente. Je suis assez curieux d'avoir votre avis pour ceux qui jouent un petit peu la fin de jeu, hein, parce que moi je suis vraiment concentré sur le leveling en ce moment. Comme vous l'avez vu au début, je travaille sur mes builds de leveling. D'ailleurs, ça va beaucoup influencer du coup le choix de ma classe sur la sortie définitive. Comme ça au moins j'aurai une vue d'ensemble et je saurai quelle classe me plaît le plus pour vraiment m'investir dedans. Mais est-ce que vous trouvez en fait que la fin de jeu et du coup les boss de fin de jeu, notamment celui-ci, moi, enfin ce que j'ai lu sur Reddit, c'est que c'était assez frustrant, que le boss était assez difficile à obtenir, que c'était un petit peu trop aléatoire, un peu trop RNG. Est-ce que ça vous semble bien comme ça? Est-ce que vous pensez que c'est trop difficile? Donc pour terminer le jeu, peut-être que je ferai un petit sondage d'ailleurs dans la partie commentaire à ce niveau-là. Bref, en tout cas pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Guil. Ciao, bye.